Je reviens sur le piège de l'héritage objet. Je vous ai donné l'exemple tout à l'heure avec les PDM Enablers et j'aurais dû vous donner l'exemple à ce moment-là, mais en fait, c'est tout ce que je vous ai exprimé sur les PDM Enablers, c'est ce qu'on peut appeler la rigidité et le couplage fort quand on utilise l'orienté objet et qui contredisent quelque part l'autonomie systémique. Donc le problème de l'héritage, c'est qu'on viole l'autonomie des sous-systèmes. Le couplage vertical est figé, il modifie le parent et casse l'enfant. Il y a une certaine confusion qui va exister. On confond la notion de taxonomie, une relation qui va dire éteint, avec la notion de classe ou avec la composition qui dit fait partie d'eux. Et en fait, je dirais typer un élément et dire qu'il appartient à une classe et dire qu'il fait partie d'eux. Le souci qu'on a avec l'héritage, c'est qu'on ne sait pas trop bien quand on hérite, c'est est-ce qu'on dit est-ce que c'est une partie d'eux ou est-ce que c'est une classification. Et vous reverrez les classifications et les taxonomies avec les ontologies, avec votre cours sur les ontologies. Mais en fait, je reprends l'exemple qu'on avait sur les PDM Enablers. C'est quand vous voyez ici que vous avez quelque chose où on a un héritage, sur une entité managée, ça veut dire qu'on dit que c'est l'entité elle-même qui, gère le fait qu'on puisse l'alloquer ou pas l'alloquer, que c'est pas un système externe. Donc on dit en fait, les méthodes pour loquer un objet, pour empêcher qu'on le modifie, eh ben, c'est une opération qui va appartenir à l'entité gérée. Donc c'est l'entité gérée en elle-même qui gère le fait qu'elle soit verrouillée ou pas verrouillée, alors qu'en réalité, quand on part sur de l'orienté composant et sur des serveurs applicatifs, on va avoir un service pour loquer les objets, mais le système qui loque les objets, il est externe aux entités qui sont gérées. Et donc, quand on fait ça, ça veut dire qu'on n'est pas obligé, quand on veut être compatible ou qu'on a une spécification sur ces objets gérés, on n'est pas obligé d'être aussi compatible sur la manière de les loquer. C'est quelque chose qui est fait à l'extérieur. Et là, on adapte les contrats, on le travaille en parallèle, mais ce n'est pas quelque chose qui va dépendre directement de l'entité qui est gérée ici. Un contrat, c'est par exemple une norme, c'est le spec. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne fait pas partie du système, c'est un ensemble de règles qu'on va mettre et qu'on va ensuite appliquer et qui peuvent s'appliquer de l'extérieur. Donc, alors, il y a par exemple des contrats d'interface et on va dire, bah, moi, je vais spécifier un ensemble d'opérations et de structures que le client, l'objet client et l'objet serveur, ils vont se référer à ça, l'un pour dire je produis ce service et l'autre pour dire je le consomme. Et donc, on va avoir un contrat qui est un genre de spec, c'est-à-dire que c'est pas du logiciel, c'est un ensemble d'exigences structurelles qu'on va donner et on va dire ce contrat, le client et le serveur, ils font tous les deux référence. D'accord? C'est un peu comme un contrat, en gros, il y a deux parties. Et donc, le contrat, c'est une définition de choses qui vont définir comment les deux éléments vont travailler ensemble, fonctionner ensemble. Et c'est ce qu'on appelle un contrat. Ça peut être pour les interfaces, ça peut être des contrats de collaboration, ça peut être des contrats économiques. Et en fait, le contrat, c'est ce qui relie les deux parties. Un autre exemple, c'est une norme. Par exemple, les PDM Enablers fournissent un modèle de contrat. C'est-à-dire qu'ils disent tous les systèmes PDM Server et tous les PDM Clients vont devoir implémenter la spécification et les objets tels qu'ils sont décrits dans le document. Donc ici, c'est pas la description du code, là, c'est la description des interfaces entre tous les clients PDM et tous les serveurs PDM. Et en fait, ils sont définis indépendamment des clients et des serveurs. C'est-à-dire que dès que vous dites, moi, je veux être un serveur PDM ou un client PDM, vous allez voir la spécification qui devient votre contrat. Et donc, en implémentant ce contrat-là, vous pouvez l'implémenter, je dirais, indépendamment l'un de l'autre. Et dès lors que vous allez devoir collaborer, comme vous avez respecté ce contrat d'interface, là, vous allez pouvoir vous intégrer. Dans UML, on a aussi on a des objets interfaces. Et les objets interfaces en question, on va dire, ils implémentent par exemple les PDM Enablers. Donc on va faire référence à ça. Et dans le détail, on pourra dire, là j'ai mon composant PDM client, mon composant PDM serveur. Dans ma spec, je décide de travailler sur la base de ce contrat-là. Et ce contrat-là permet de dire, voilà les spécifications qui me disent comment je vais devoir implémenter mes systèmes. Et si on va aller plus dans le détail, on va ouvrir le contrat et on va éventuellement reprendre le modèle et vérifier que tout ce qui est attendu pour un client ou un serveur PDM est bien implémenté, soit par un produit qui est un système PDM serveur, soit par un produit qui est un système PDM client. Et ensuite, on peut le mettre sur le marché. Et à partir de là, si
cette spécification est une norme, de facto, et ben, on sait qu'on aura tout un marché qui va s'ouvrir. Si on fournit un PDM, on sait qu'on aura le marché de tous les clients et tous ces clients pourront l'utiliser. Donc on ouvre notre système. Et si on prend un client, on se dit, bah, je prends ce client-là, je pourrais me connecter à n'importe quel serveur existant ou futur qui sera compatible, qui respectera ce contrat. Et donc, ils vont pouvoir interagir les uns avec les autres. Donc, quand on a l'héritage, on a tous ces problèmes par rapport aux composants. La taxonomie, vous reverrez la définition dans le cours sur les ontologies. La vision systémique, qui serait une vision plus idéale, assure la modularité, la composition de sous-systèmes autonomes et la souplesse des interactions, liens dynamiques. Et puis surtout, cette composition elle peut se faire, je dirais, temporellement. On n'est pas obligé d'avoir les composants, les systèmes intégrés. On a besoin que le système intégré préexiste avant de pouvoir spécifier et produire les composants, qui sont, qui sont en fait des pièces sur étagère qu'on peut ensuite intégrer à volonté, mais on ne sait jamais quels sont les systèmes qui vont les utiliser. Et ça, c'est tout le principe des normes industrielles pour pouvoir produire en masse et pouvoir réduire le temps de développement de systèmes comme des bâtiments. Hein, quand on fait du préfabriqué, quand on fait du prêt-à-porter, etc., on est toujours dans des systèmes, on dit je ne fais pas quelque chose d'unique et qui est complètement différent de tout. Si on réutilise des blocs sur étagère, on les assemble pour faire un système beaucoup plus rapidement, avec une meilleure qualité, avec un coût moins. Donc on peut faire de la production de masse et puis on peut aussi assurer une certaine qualité, de maintenabilité. On peut facilement retrouver des producteurs. Si on fait de la production de masse, on peut diversifier ces producteurs dès lors que la norme est là et qu'elle est respectée. En fait, la notion de composants et de normes sont très très liées l'une à l'autre. Et en fait, on peut illustrer, je dirais même sans parler de logiciel ou sans parler de systémique, on peut illustrer de manière très concrète comment ça s'inscrit dans des productions de masse de meilleure qualité au niveau de l'industrie. Que ce soit l'industrie au niveau des transports, du bâtiment, du logiciel. On est vraiment dans une démarche industrielle quand on adopte une démarche par composant, par contrat et par contrat qui sont des normes et des standards. Donc c'est un point important et notamment c'est la raison pour laquelle UML et SysML sont tous les deux également des langages standardisés et qui sont publiés comme des normes à l'ISO, comme je l'avais évoqué la semaine dernière. Donc la correction pour le passer du type à l'interaction. Donc le composant remplace l'héritage par la composition et la substitution via les contrats qu'on va utiliser. Et si je prends l'exemple des PDM enablers avec les objets qui sont lockable, on va avoir un système de verrouillage des composants. On va avoir les composants eux-mêmes, métiers. Et en fait, quand on va déployer dans le container, on va dire bah, c'est par le biais du container qu'on applique une policy sur la manière dont les contrats de verrouillage se mettent en place. Et donc, on va pouvoir verrouiller ces éléments, mais ça ne fera pas partie de la spécification du composant métier. Le composant métier sera fait indépendamment du système de verrouillage des éléments. Même chose pour le système de persistance des données dans une base de données. Même chose pour la publication de ces composants vers des interfaces pour qu'on puisse ensuite les appeler par des applications externes. Et en fait, c'est tout ce principe-là qui est mis en place et qui dit là, je ne fais plus un héritage qui est inimplémentable, comme je vous l'ai dit, avec les PDM enablers. Et on va vraiment découpler tout ça et dire bah, je mets ce système de verrouillage, ce système de persistance, ce système de présentation visuelle, je les mets indépendamment de la logique et des objets métiers que je mets en place sur mon serveur applicatif. Donc, dans la nature de la relation, avant, c'est une relation d'essence, elle est statique par l'héritage. Si on prend un contrat, c'est une relation fonctionnelle et dynamique, c'est-à-dire la fonction verrouillage de mon composant est dynamique et elle ne fait pas partie de l'essence de, par exemple, l'objet que je veux verrouiller. Ça ne fait pas partie de son essence, c'est un contrat de verrouillage qui est respecté par le système de verrouillage et pour l'appliquer au composant en question. Et ça définit pas le composant, c'est un contrat qu'on applique. Quand on est au niveau du but, on va avoir la réutilisation de code et c'est un peu l'objectif. En fait, la réutilisation de code, c'est une finalité qui n'a rien à voir avec le fait de réutiliser un service ou un module. Donc, je reprends l'exemple du verrouillage. Je vais avoir un module verrouillage que je vais définir indépendamment et après, je vais utiliser le service
qu'elle me fournit et le module verrouillage, je vais l'appliquer au code qui, constitue la logique métier de mon système. Et en termes de conséquences, on aura, avec l'héritage orienté objet, quelque chose de rigide avec un couplage très fort. Ça va être souple comme un verre de montre, hein, pour changer la forme, ça va être un peu compliqué. Et heu, quand on va utiliser le contrat et le composant, on aura quelque chose de beaucoup plus flexible, on va pouvoir assembler, reconfigurer. En fait, l'importance avec le composant, c'est comme on est obligé de s'adapter à l'extérieur aux composants qu'on va pouvoir réutiliser et puis peut-être à des contraintes externes qui vont évoluer dans le temps, il faut que notre système soit le plus reconfigurable possible et donc il faut le concevoir pour qu'il soit facile à reconfigurer. Et à partir de là, on n'est plus du tout basé, sur, la notion, d'héritage qui est beaucoup trop rigide, mais on va pouvoir, travailler sur la notion de contrat et de composant. Donc si je le reprends au niveau, des visuels, hein, on a le paradigme objet, par exemple avec, véhicule avec qui va pouvoir être spécialisé comme une voiture, un camion, une voiture de sport. Là, c'est la notion d'héritage et avec sa limite, c'est couplage fort, rigidité structurelle et qui est différente de la réutilisation. Alors que quand on est sur le paradigme composant, on aura des composants, des interfaces, des contrats et là, ça va étendre le paradigme objet avec découplage faible, une substitution dynamique et une réutilisation par assemblage. Donc on va assembler, désassembler, reconfigurer, structurer nos éléments, mais on ne va pas avoir cet héritage en termes de nature des éléments qui en fait nous permettent pas de dire je fais du montage, du démontage, du remontage, de la restructuration. C'est le paradigme composant qui nous permet de le faire, alors que dans le paradigme objet, on a cette confusion en termes de nature sur l'héritage. Donc en termes de synthèse, hein, de la taxonomie à l'écosystème, donc on a un changement de paradigme. Le composant, ça a libéré la notion systémique de la logique d'héritage hiérarchique qui est plus liée à des ontologies. C'est-à-dire, on va dire, on va avoir tendance à utiliser héritage en disant une sous-classe quelque part, c'est une sous-classe ontologique plus au sens de générique, spécifique. Et en fait, ça bloque tout, ça fait un mélange entre le sens et la structure, mais ça empêche de travailler, heu, précisément sur des systèmes de systèmes. On a vu que UML avec l'orienté objet ne fonctionnait pas. Et ça va permettre de transposer tout ça dans une logique de coopération contractuelle et dynamique qui est le fondement, ce qui est vraiment utile au niveau, du paradigme, composant et c'est ce qui, est supporté aujourd'hui par UML2 qui complète ce qui avait été fait avec l'orienté objet pour aller plus loin et pour répondre aux nouveaux besoins industriels de conception de systèmes d'information. Les systèmes d'information, souvent, c'est dans une entreprise, mais on va avoir besoin d'avoir plusieurs entreprises qui collaborent via internet. On va avoir les institutions, au niveau, gouvernemental, au niveau État, au niveau Europe. On va avoir tout ce qui est lié à la réglementation. On va avoir, en fait, plein, 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 plein de systèmes d'information à interconnecter via, des technologies du web ou internet et donc on est dans un niveau de complexité qui est beaucoup plus importante que celle de se restreindre juste à ce qu'on fait en interne d'une entreprise. Une entreprise, elle ne vit jamais en vase clos, elle collabore avec ses clients, avec ses fournisseurs et puis, avec, toutes les autorités, dans le domaine où elle travaille, avec toutes les réglementations, économiques ou autres qu'il faut respecter. Donc on s'aperçoit que penser système d'information ou application toute seule, c'est pas le niveau de granularité qui convient. Il faut travailler au niveau des applications, il faut travailler au niveau des systèmes d'information et il faut travailler au niveau des systèmes des systèmes couplés d'information, donc d'écosystèmes numériques donc d'organisations qui travaillent toutes ensemble dans un même environnement contraint et où tout est interdépendant. Et ça, sans la notion de composition et de paradigme composant, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire et ça fait qu'on va avoir besoin de travailler sur des qu'on va avoir besoin de travailler sur des langages qui prennent en compte la notion de composant et qui, permettent d'implémenter, de mettre en œuvre la systémique avec les systèmes de systèmes et toute la complexité qu'il va falloir gérer.